Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je suis avec Agathe. Salut Agathe. Salut Victor, merci pour l'invitation. Je te remercie. C'est une amie en commun qui nous a mis en relation. Je profite d'être à Dubaï pour faire un tour de l'IMO de Dubaï. Et de ce que j'ai compris, tu es une craque de l'IMO de Dubaï. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs? Bien sûr, donc moi je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et moi-même j'ai investi ici dans une dizaine de biens sur les 10 dernières années et j'ai fondé l'agence Dubaï pour accompagner les investisseurs étrangers dans leur parcours d'investissement IMO ici. Alors, c'est super. Tu as une chaîne YouTube que je trouve très bien. Je suis passé sur ta chaîne YouTube, j'ai regardé les vidéos. On va en parler aujourd'hui. On va parler de trois choses avec toi. On va revenir sur qui t'es, un peu ta vie perso et qu'est-ce qui t'a emmené à vivre ici pour que les personnes puissent se projeter. Mhm. On va ensuite parler de ton business rapidement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un business à Dubaï? Et justement, ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu as fait qui a bien marché, moins bien marché pour faire un petit feedback de ceux qui veulent faire du business. Et enfin, le gros du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait à Dubaï? Est-ce qu'on peut investir à Dubaï? Est-ce qu'on peut investir avec 100 000 euros? Est-ce qu'il faut 1 million? Comment ça marche? Quelles sont les différences? Donc, on a un sacré programme. J'ai noté plein de questions pour toi que je t'ai shooté ce matin. Et on se lance direct. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis née en région parisienne, en banlieue parisienne, à Sarcelles et j'ai fait, des études assez classiques. Je suis allée à la fac, j'ai fait, éco-gestion, maîtrise sciences de gestion et ensuite on a un master en, marketing, relations publiques. Donc le truc assez classique, j'ai 42 ans, donc c'est le genre de choses qu'on faisait il y a 15, 20 ans. Après, c'était avant l'arrivée des réseaux sociaux. C'est vrai, ça paraît, on a l'impression d'être des dinosaures quand on dit ça. Mais c'était complètement différent le marketing il y a 20 ans que maintenant. Donc j'ai fait des études dans ce domaine et j'ai bossé, dans la finance à Paris pendant 5 ans et ensuite très rapidement je suis partie à Dubaï. OK. Et pendant ces études-là, tu as bossé en finance, mais tu faisais quoi? Du coup, du marketing en finance, c'est ça? Pas du tout, donc j'ai fait des études en marketing et ensuite j'ai commencé, tu sais, à l'époque des, sociétés de services, les SS2I, on appelait ça, Ouais. avant, je crois que maintenant c'est, ESN. ESN, voilà et j'ai eu, ma première mission en finance de marché et ensuite je suis devenue business manager, donc commerciale en finance de marché et mon rôle en fait c'était de recruter des consultants pour bosser, sur les desks de trading, heu Rien à voir avec le marketing. Rien, rien. Ouais et souvent, quand on faisait des études de marketing, en réalité, on finissait pas dans le marketing. Je Ouais, pense que tu as eu plein ouais. de potes aussi à Ah ouais, cette année-là. ouais. On faisait tous ça et au final, on finissait dans, totalement autre chose, souvent l'informatique, souvent, la finance, les RH, et cetera. Oui, ça, tout ce qui est recruté à l'époque. D'ailleurs, c'est, après, je pense, mais ça, c'est plutôt un détail sur l'éducation. Le marketing, si on devient bon en market et je pense que tu le vois dans ton business, c'est hallucinant combien on peut faire de thunes, comment ça peut marcher et cetera. Sauf qu'en fait, les études de market, même aujourd'hui, c'est pas trop, ça t'apprend pas vraiment que le marketing est un truc vraiment puissant. Enfin, tu sais pas faire, quoi. Tu sors d'études et tu sais pas trop, Bah, c'est un peu le système de notre système, enfin, c'est un peu le problème de notre système scolaire aussi. Tu vois, on t'apprend pas à parler anglais, pourtant tu fais de l'anglais pendant, je sais pas 10 ans, mais tu sors d'école, tu parles pas anglais. Bah, c'est pareil, tu fais un master en marketing, mais tu sais pas réellement en faire. Ce qu'on nous apprend, c'est des choses très macro. Mmh. Comment, créer un produit, comment détecter un besoin et cetera et au final, quand toi, tu es junior et que tu arrives en entreprise, c'est pas du tout ce que tu vas faire. Ah ouais. Et encore une fois, apprendre le marketing, avant l'invention des réseaux sociaux, aujourd'hui tout passe par ça donc tu étais complètement à l'ouest en fait. Tu sais pas du tout, imagine aujourd'hui faire une campagne marketing sans les réseaux. Nous, à l'époque, on était en mode stratégie média, événementiel, et aujourd'hui ça, c'est une petite partie, du marketing en réalité. Mmh. Ouais, je Donc suis tout à fait d'accord. je pense que tu es un peu décalé. Notre génération, on est de la génération un petit peu, entre les 2. Bon, faut qu'on mais on est encore jeune, je crois. Mmh. On va encore autre élément, est-ce que tes parents, ils avaient de la thune ou pas? Non, pas du tout. Non? Mon père, ouais, il est de République tchèque
Donc il est arrivé en France, il avait une vingtaine d'années et ma mère, elle est, française, corse et pareil, la famille est arrivée, en région parisienne, il y a quelques années. Donc ils sont arrivés, ils bossaient, mes grands-parents, sécurité sociale, fonctionnaires et cetera et mes parents, ils avaient des boulots. Mon père, photographe et ma mère, prothésiste dentaire. Donc voilà des boulots, non, pas du tout d'argent et surtout aucune culture financière. Mmh. Locataire à vie, voilà, pas du tout d'argent de côté. Et mais tu le vivais comment? Ça allait? Ouais, 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 moi j'ai très bien vécu. Bah, on vivait en banlieue parisienne, donc du coup, c'était un endroit où il y avait pas non plus de gens, aisés et cetera. Donc nous, on était dans la classe moyenne, on va dire, de notre, cercle social et ouais, ouais, moi je l'ai très bien vécu. Après, c'est vrai que ça te donne aussi un peu, une façon de trouver toi-même, de te trouver des solutions. Tu as envie de partir en vacances, bah, tu bosses l'été. Tu as envie de t'acheter une voiture, tu bosses l'été, et moi, c'est quelque chose qui me semblait tout à fait normal. Donc j'en ai pas souffert parce que tout le monde autour de moi, vivait un peu la même histoire. Donc ouais. Alors indirectement, j'aime beaucoup Sarcelles. Je fais beaucoup d'invest à Sarcelles d'ailleurs, C'est en vrai? ce moment, Où ouais, ça? dans Sarcelles. Alors il y a différentes strates, soit c'est, je regarde des maisons, donc là, il faut s'éloigner un petit peu, sinon dans le centre-centre de Sarcelles. Mmh. Les quartiers, alors c'est bon, je fais pas mal d'invest, mais je connais pas les quartiers, je vois juste les zones, où je fais des invests et donc il y a plein de particularités. Moi, j'aime beaucoup, en vrai, j'aime beaucoup Sarcelles, ça fait peur à beaucoup de monde, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de copros qui, les gens payent plus leur chauffage, il faut faire attention. Il y a quand même des petites astuces à avoir quand on fait des invests là-bas. Mmh. Il y a le marché qui est vraiment pas mal aussi. Mais en tout cas, je connaissais pas du tout avant l'année dernière, en fait, pour tout te dire, Ah en ouais, mais c'est réalité. hyper Ouais. drôle. Tu es la première personne que je rencontre Ouais. qui investit à Sarcelles parce qu'effectivement, c'est Mmh. un nom qui fait un petit peu peur. Mmh. Mais au final, moi, j'ai eu une jeunesse et une enfance géniales. J'ai grandi au milieu de plein de cultures différentes. C'est une ville où il y a beaucoup de talent, on a la culture de la débrouille. Donc très, de mes 0 à 20 ans, moi, je suis restée là-bas Mmh. et ensuite je suis allée sur Paris et cetera parce qu'à un moment donné, tu as envie de sortir un peu aussi de ça. Mmh. Mais que des bons souvenirs. Ouais, non, mais c'est marrant, je te le dis, OK, donc là, tout de suite, donc vision de l'argent, est-ce que tu t'es dit, ça vient d'où ta niaque où tu t'es dit: «OK, je veux» est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? Je pense que oui, Mmh. ouais. Ça t'est venu à quel moment? Est-ce que tu avais ça, quand tu étais ado? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, enfin, comment tu vois l'argent? Comment tu t'es dit que tu allais, Bah, l'argent, c'est, une façon, de d'acquérir, d'avoir de la liberté, en fait. C'est pas l'argent pour l'argent. On n'est pas Picsou, on compte nos sous, tous les jours sur notre compte en banque. Le but, c'est de ne pas devoir compter, avoir envie de partir en vacances quand tu veux, avoir envie de pouvoir t'acheter ce que tu veux et cetera et très, très vite, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler donc quand si tu veux, fait mes études, j'ai été confrontée là, par contre, à d'autres classes sociales, des gens qui étaient beaucoup plus aisés que moi et je me suis dit: «Bah, moi, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux faire carrière parce que je veux pouvoir m'offrir ça, ça, ça» et surtout que quand tu viens d'un milieu un peu modeste, c'est un peu un goal, en fait, de te dire: «Je peux m'offrir, des choses de marque». Tu as une vingtaine d'années, c'est un peu immature, mais c'est normal, je dirais et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit: «Non, mais là, par contre, c'est pas possible». Là, je voyais plus du tout, le matériel, mais je me disais: je veux investir et je veux, arrêter de travailler le plus tôt possible». Yes, yes. Alors mais pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs choses. En fait, je me disais: «Mais, c'est pas possible, je peux pas rester 40 ans, tu peux pas rester 40 ans comme ça à travailler, à, devoir demander quand tu veux prendre tes vacances, à, commencer à être un peu stressé le dimanche matin quand tu te lèves en te disant: "Demain, c'est lundi"». Moi, j'avais l'impression d'être en mode, métro boulot dodo. D'être en apnée, en fait, du lundi matin au vendredi, soir et de même pas profiter de tes week-ends du coup parce que, il faut, s'occuper de enfin, tu es dans un le lundi, tu attends le week-end et puis, à ton retour de vacances, tu attends les prochaines vacances. C'est pas une vie, en fait et aussi, j'étais hyper frustrée, par le fait de me dire, heu: Je sais pas à quel âge je vais arrêter de travailler». C'est pas moi qui vais avoir le pouvoir sur ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va me dire: «Bah, tu as fait tant d'années, ça y est, tu as assez travaillé, donc maintenant tu as le droit de t'arrêter». Donc c'est quelque part mettre mon destin dans la main de quelqu'un d'autre, l'État et ne même pas savoir ce que tu vas avoir à la fin. Quand tu demandes à tous les gens, «Tu auras combien toi en retraite?» Il y a très peu de gens qui sont capables de te dire combien. Je sais pas si tu fais Ah oui, cette non, mais expérience. je suis d'accord. Bah, de toute façon, vu que les règles changent en plus, Voilà, les gens savent pas quand ils vont s'arrêter et ils savent pas combien ils auront.
et je trouve que, c'est beaucoup plus efficace, de prendre en main, cette chose, là, enfin ton après, travail et de se dire: «Bah, voilà, moi quand j'estime que j'ai assez pour vivre, je m'arrête. C'est moi qui décide de combien j'ai, c'est moi qui décide de quand j'arrête et c'est toi qui reprends le contrôle, sur ta vie, en fait». Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, tu prêches un grand, convaincu. Hem, tu quel statut ici à Dubaï? Ici, visa, tu veux dire? Enfin, ouais, global, ouais, visa, est-ce que, comment ça marche? Comment, Alors ouais. ici, ouais, il faut avoir un visa de résident puisqu'on peut pas acquérir la nationalité émiratie. Mmh. Elle est juste par, filiation, en fait. Mmh. Donc oui, on a des visas. Tu peux avoir un visa, qui est, mis en place, enfin qui est payé par ton employeur si tu es salarié. Tu peux avoir un visa, par ton mari ou par ta femme ou, comme moi, par investissement. Donc moi, j'ai un golden visa. C'est un visa de 10 ans qui est, sur base d'investissement. Quand tu as, minimum 500 000 € d'investissement immobilier ici sur les Émirats, tu peux avoir ce visa-là. OK, donc c'est 500 000 €. Là, j'ai fait une transition un peu abrupte, c'est, à partir de quel moment tu te dis: «OK, je lâche mon taf, je pars à Dubaï»? Moi, je suis venue en vacances ici voir une amie. OK. J'étais pas du tout attirée par Dubaï, à la base. C'était en 2010 la première fois que je suis venue à Dubaï. Donc ça va faire, 16 ans. Ouais, un peu comme moi, ça ressemblait pas du tout à ça, hein. Oh quand même, je Ouais, trouve! si, en fait, alors, pardon, je vais reprendre la partie, Burj Khalifa et cetera, oui, q les malls, oui, mais moi, j'ai pas du tout, alors je me rappelle peut-être plus, peut-être que toi, tu as vu les évolutions, mais vu que moi, je suis venu à ce moment-là, je suis revenu maintenant, sur la partie marina, en fait, Ouais, la moitié de la marina a été construite à voilà, ce moi moment-là, c'est ça. effectivement. Moi, je suis dans la partie qui existait pas, tu vois? Ouais. Et du coup, là, enfin, là, mon hôtel en ce moment, et du coup, quand je suis venu, je me suis dit: «Attends, ce truc-là, c'est», tu sais, je regardais mes anciennes photos, et sur les plages, alors je sais plus lesquelles, on voyait la marina de loin, et je me disais, et je compte le nombre de gratte-ciel qu'il y avait pas, tu vois? Et en fait, il y en avait quand même pas mal, tu vois? Ah non, 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 Ouais. effectivement, moi, quand je suis arrivée à Downtown, quand je suis arrivée à Dubaï en 2013, Mmh. effectivement, il y avait peut-être une dizaine de tours à Downtown, 10, 15 tours. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Voilà, c'est pour que tout le monde, ouais, c'est Ouais, ça. c'est C'est vrai, pour c'est ça que vrai. moi je le vois, tu vois? Donc la ville s'est développée, mais je Ouais. trouve qu'au final, il y a 15 ans en arrière, j'ai pas connu Dubaï avant, moi je suis jamais venue dans les années 2000, mais je trouve qu'il y a 15 ans en arrière, on avait quand même déjà la même vibe, on avait les quartiers qui étaient, pareil, même s'ils étaient encore au début de leur développement, on était encore, on était sur le même esprit en fait, hyper, accueillant, tourné sur l'entrepreneuriat, très cosmopolite, très sécurisé, propre et cetera. Donc les fondamentaux de Dubaï, je trouve qu'ils étaient déjà là et après effectivement, ça s'est beaucoup développé. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je connaissais pas, je suis pas la bonne personne, parce que quand j'étais venu avec, des potes, libanais, en fait, qui ont quitté le Liban parce que ça se passait pas bien. Mais en fait, c'est un peu ça d'ailleurs, le repère de Dubaï, j'ai l'impression, surtout aujourd'hui. Dans mon hôtel, par exemple, il y a énormément de Russes. À un moment, quand il y avait des problématiques avec le Liban, les Libanais sont partis, sont venus à Dubaï, s'installer. Donc moi, j'ai beaucoup de potes libanais à Dubaï, Mmh. et en fait, j'ai l'impression que Dubaï, et c'est peut-être un attrait, on en reparlera pour l'investissement IMO, mais c'est un peu une safe place, quoi. Et à un moment, tu te dis, et là, ça va être une transition aussi sur la France, où en ce moment, on ne sait pas trop, ce qui va se passer, tu vois? Et on se dit: «Attends, si j'ai un peu d'argent, pourquoi pas aller à Dubaï, safe place, au moins je peux emmener mes enfants, je peux vivre». Alors il y a des points positifs, mais négatifs aussi, mais au moins j'ai un endroit où j'ai l'impression que ça va, c'est bien. Exactement. Je ne sais pas si on va y revenir après, mais moi j'ai vu, j'ai mon agence depuis plus de 5 ans maintenant et avant Dubaï, il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, même 2 ans, c'était perçu comme un investissement un petit peu exotique avec du risque et des gros rendements. C'était, un produit de diversification et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent avec famille, enfants et qui viennent s'installer à Dubaï parce qu'ils se sentent plus, sûrs en fait, en France, que ce soit pour eux, leur sécurité au quotidien, ils ont peur de kidnapping, ils ont peur d'avoir des homejacking, des choses comme ça, et aussi pour leur argent. Ils ont l'impression que leur argent n'est plus en sécurité en France, qu'ils peuvent pas en disposer comme ils veulent, que chaque semaine on leur pond une nouvelle, taxe et ils flippent et ils partent à Dubaï. Ouais, Les non mais Français ouais, les Français, ouais, je suis tout à et ça, fait, c'est très, très nouveau. C'est genre un an, tu est-ce 1 que an en arrière. est-ce que tu as beaucoup d'Allemands? Parce qu'il y a un truc, c'est, donc moi, j'étais pas mal dans l'univers crypto, et dans cet univers-là, moi, je pensais que les Allemands, ils étaient encore un peu protégés, tu vois, en Europe, et j'ai rencontré pas mal de gars d'Allemands qui m'ont dit: «Écoute Victor, en fait, les problèmes que vous avez en France, nous, ça s'est dégradé hyper vite, et finalement, on a les mêmes problèmes aujourd'hui, mais en 2 ans, ça s'est dégradé. Alors que nous, la France, on a quand même connu une dégradation». Enfin, ça fait longtemps, hein, qu'on voit que ça c'est en train de péricliter, peut-être 10, 15 ans, on voit que les problèmes
augmente finalement Mmh. et en Allemagne, ça s'est accéléré rapidement. Est-ce que tu as des Allemands? Parce que j'en ai pas croisé beaucoup. Oui, moi j'en ai pas parce qu'ici c'est assez, communautariste à Dubaï. Les Indiens bossent avec les Indiens, les Russes avec les Russes, les Allemands avec les Allemands et cetera. Mais oui, en Europe, on a beaucoup d'Allemands. Dans la clientèle européenne qui vient investir à Dubaï et s'installe à Dubaï, il y a beaucoup d'Allemands, Néerlandais et Italiens aussi. Ouais, ouais, c'est ça, on les voit pas et français, je pense beaucoup et France Français énormément. Mais après moi je suis oui, biaisée parce oui, que moi je parce vois que que, les Français. Moi j'ai des Français, des Belges et des Suisses, mais Français c'est la grosse majorité. quand tu es venu ici à Dubaï, du coup, ça s'est passé en donc tu as décidé à un moment: «OK, mon taf, je il faut que je fasse du business peut-être parce que ça va plus gagner». Comment tu peux me parler de cette transition où tu t'es dit: «OK, j'arrête mon taf, je viens à Dubaï». Comment Alors ouais, non, pas du tout. Moi, je suis venue en vacances à Dubaï, j'ai adoré, la vibe et je me suis dit en fait, quand tu habites dans un 45 carrés à Paris, je gagnais très bien ma vie, hein, dans la finance. J'avais 27, 28 ans, je gagnais 8 000 10 000 € par mois, c'était énorme. C'était un salaire qui était énorme à cette époque-là, ouais, surtout il y a 15 ans. il y a 15 ans, donc équivalent d'aujourd'hui, je sais pas, Enfin, il y a pas 15 ans, mais il y a 13 ans. je sais, faut regarder, mais peut-être, 12 000-15 000 aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, Enfin, je veux c'était dire, trop bien. J'habitais en plein cœur de Paris, dans le 9e, j'avais une très bonne, vie, mais enfin, je croyais que j'avais une très belle vie. Mais quand tu viens ici en vacances et que tu vois ta pote, qui vit, dans un compound, qui a, une nanny, qui, c'est vraiment compound pour, ceux qui un compound, c'est un petit lotissement OK. avec, des, maisons, jardins et avec des équipements type court de tennis, piscine et cetera et toi, tu es dans ton 45 carrés à Paris et tu as l'impression déjà que tu es arrivé, tu te crois arrivé, en fait. Et tu te dis: «Non, Vas-y, souvent. c'est un choix». Ouais. Et que tu vois la vie où, tout est facile, tu vas au resto, tu as un voiturier, ça paraît complètement, futile, mais c'est une vie qui est totalement différente où tu as pas de stress, où, tu peux laisser ton sac, laisser ta voiture ouverte, tu as une piscine, il fait beau toute l'année. Après le boulot, tu vas à la plage, faire du paddle, Je me suis dit: «Ah ouais, en fait, il y a une autre vie qui est possible, en dehors du modèle, qu'on a eu depuis qu'on est, enfant, adolescent et même école et cetera». Et tu dis: «Ah oui, il y a une autre vie qui est possible» et quand je me suis regardée, enfin, je me suis vue moi dans mon boulot et j'ai vu que mon N+1 c'était un mec déjà. Ça aussi, c'est pas neutre, tu vois? Quand tu es une femme, c'est un peu différent quand même. Qu'un mec de 50 ans et je me suis dit: «Entre moi et lui, il y a une strate en fait, un niveau hiérarchique et si tout se passe bien, peut-être dans 20 ans, j'aurai sa vie» et sa vie, c'est, habiter à 1 heure de Paris, et bosser tout le temps, répondre, à ses mails quand il est en vacances. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible en fait. Faut bouger» et donc je suis partie à Dubaï et j'étais, salariée. J'ai trouvé un boulot ici, très rapidement et je suis restée ici salariée, 6 7 ans. 6-7 ans. Du coup, ce que tu avais déjà à l'époque, tu savais que tu étais performante. Tu avais un job plutôt commercial, du coup, Ouais, j'avais un job commercial et ultra, challenging. ouais. Ouais, il faut savoir que dans la tech, même aujourd'hui, hein, mais ceux qui placent des personnes, on peut effectivement très, très bien gagner sa vie, mais c'est très challengeant, il faut être très people aussi. Mais ce que je veux dire, c'est donc tu savais que tu étais successful, tu as démarré de rien, donc tu avais confiance en toi. Mmh. Tu savais que tu pouvais faire de la thune. Aussi, ça change beaucoup parce qu'il y a des gens qui sont très bons dans un domaine, mais ils ont pas accès à l'argent, donc toi, tu avais accès à ça. Tu as eu la désillusion, alors j'ai eu exactement le même que toi sur, tu regardais ton N+1 et tu te dis: «Ça va pas le faire, quoi». Et là et côté couple, c'était important pour toi ou pas? Ou tu étais parce que Moi, j'étais déjà en couple, ouais, donc je me suis mariée juste avant de venir. d'accord, Pareil pour des raisons de visa et tout, je me suis dit: «Comme ça, s'il y en a un qui trouve un boulot et l'autre non, OK. on pourra sponsoriser mutuellement» Mmh. et en fait, où tu dis: «J'avais confiance en moi», oui et non, puisqu'au final, ça l'aurait pas fait, bah, je serais revenue et puis, c'est pas grave, tu vois? Oui, mais est-ce que tu pensais ça déjà? Non, mais est-ce que tu voilà, non, parce que tu vois? En fait, là, c'est hyper biaisé, Quand tu fais un ouais, je vois, mais en fait, c'est hyper biaisé parce que maintenant, tu vois, je parle avec toi d'aujourd'hui et en fait, ce qui peut te biaiser, c'est ceux qui nous écoutent, tu vois? Il y a tu sais, aujourd'hui, tu vas te dire: «J'y vais et c'est pas grave». Alors, tu peux avoir cette mentalité-là dès que tu commences, genre, tu vas et ça marche pas, c'est pas grave, tu reviens. Sauf qu'en réalité et moi, je le dis, principalement sur moi, en fait, ce que je vais dire aujourd'hui, mais je pensais pas du tout comme ça avant. Tu vois? C'est la vraie question, c'est, comment tu l'as vécu à C'est vrai l'époque? que moi, à l'époque, effectivement, j'ai eu aucun doute. Je me suis dit, «Je pense que, on pourrait être super heureux, là-bas». Après, on n'est pas parti, on n'a pas brûlé les bateaux, non plus. Je suis restée en très bons termes avec la boîte dans laquelle je bossais. On a mis notre appartement en sous-location à un ami à nous parce que trouver un appart à Paris, c'est très compliqué. Donc on s'est dit: «Au pire, si on doit revenir, on peut reprendre notre vie là où on l'a laissée». Mais, c'était pas une option du tout. C'était: «On part à Dubaï et on déchire tout, à Dubaï».
Et ton compagnon, comment ça s'est passé? Tu lui as fait découvrir, Dubaï? Ouais, on est venu en vacances, je lui ai dit: «On va aller vivre à Dubaï, donc il faut d'abord que tu vois à quoi ça ressemble». On est venu 1 semaine, il a adoré. Lui, il bossait dans le luxe, donc il a dit: «Ma femme, a trouvé un boulot à Dubaï, il faut que vous me mutiez, là-bas». Et ils ont trouvé des solutions, donc du coup, on est arrivé lui avec son boulot. Genre LVMH, un truc comme ça? Ouais, il bossait chez Gucci à l'époque OK. et ils lui ont trouvé l'équivalent de son job, ici à Dubaï. Bah, parfait pour lui en plus, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait besoin. Il y avait quand même toute une phase où Dubaï, il y avait quand même besoin de ramener des gens qui, toujours aujourd'hui, hein, mais des gens qui fassent le taf, quoi. Ils galéraient un peu, je pense à cette période-là, à trouver des très, très bons profils pour venir. Je sais pas si tu avais. Ouais, il y avait beaucoup de profils, plutôt, ben, comme tu dis, un libanais, un Mmh. indien, asiatiques, égyptiens et cetera, mais des Européens à cette époque, pas tant que ça et c'est resté toujours un petit peu, comme ça, hein, malgré tout, hein. Les postes de management, ils sont quand même toujours, occupés par des occidentaux à Dubaï. À part les Libanais, tu me diras, Libanais sont assez bien placés ici. Ouais, les Libanais, de toute façon, ils ont ça, la plupart d'entre eux. Le tu avais quel âge, du coup, quand tu es venu, à peu près? 29. Donc tu avais 29 ans, tu avais, déjà fait des invests en France ou pas encore? Ouais, j'avais acheté, des, chambres de bonne et des OK. parkings Ouais, parce que c'était pas cher ouais, et parce que les rendements à l'époque sur ces trucs-là, c'était, top. ouais. Donc j'avais acheté des petits trucs comme ça et j'ai vendu, ouais, j'ai vendu avant de partir par contre parce que j'avais pas envie de gérer ça à distance Voilà, ouais. et puis j'avais pris déjà des petites plus-values donc voilà, je me suis dit: «Je pars» et j'arrive à Dubaï avec un petit capital. Donc tu plus de 500 000 €, c'est ça, à l'époque? Non, pas Donc du tout, pas du tout, j'avais, peut-être 200 000. donc tu avais 200 000 de côté, où tu te dis: «OK». Tu as effectivement vendu et ça, c'est un gros sujet. Heu, En fait, quand on s'expatrie, moi, je me pose grandement des questions sur l'IMO qu'on a en vrai, parce que bon, même si c'est «délégué» entre guillemets, en réalité, il y a toujours des enjeux et quand on n'est pas là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc toi, tu as tout vendu. Donc tu débarques ici, tu trouves un taf, même domaine à peu près? Non, pas du tout. Non. J'étais, commerciale dans la food, dans les produits gastronomiques français OK, pour les restos ici, restos et hôtels 5 étoiles. Donc je vendais du foie gras, du caviar, des trucs comme ça. super. Ça, c'est C'était trop bien parce qu'en fait, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, avoir un boulot comme ça, je regardais la carte de Dubaï et je disais: «Bah, je vais aller, au Burj Khalifa, je vais aller au Burj Al Araj», je regardais, les hôtels que je voulais prospecter et tu te fais un réseau de malades, tu découvres la ville. J'ai bossé là-dedans pendant pratiquement 4 ans et pendant 4 ans, j'ai jamais payé le resto, en fait. Parce que c'était mes clients, donc ils ouais. m'invitaient et puis m'envoyaient des plats, dans tous les sens, c'était le bon temps. Ah, c'est génial et en plus, c'est bien parce que tu as trouvé, du coup, c'est ce que tu dis, c'est un job où tu es très connecté, en tout cas, si tu veux faire de l'IMO, tu es très connecté avec le tissu. Tu très tu bouges beaucoup dans plein d'endroits, un peu stratégiques et du coup, pour toi, ça te fait enfin, tu vois beaucoup de terrain, quoi. Parce qu'à un moment, en fait, faut quand même voir du terrain, quoi. Pour faire de l'IMO, faut quand même, voir les quartiers, faut voir comment ça vit. Ouais et Dubaï, c'est une ville qui est assez, pour ça, enfin qui est très facile à lire, je trouve. Tu peux venir en vacances à Dubaï 1 semaine et comprendre les situations géographiques des quartiers. Mmh. Mais par contre, il faut du temps pour comprendre tel quartier est fait pour tel type de personnes, tel quartier est fait pour tel type de personnes, parce qu'il y a énormément de disparités. Mmh. Ici, je sais pas, dans Paris, par exemple, c'est peut-être du simple au double, le prix au mètre carré, par exemple, ou les loyers, dans le quartier le moins cher et dans le quartier le plus cher. Ici, c'est du fois 15, fois 20. Ouais, alors que, tu sais, vu sur Tour Eiffel, un appart sympa, c'est 40 000 € du mètre carré, tu vois? Donc mais bon, ici, c'est vraiment, ouais, on va en parler. De toute façon, on va en parler juste après. On va parler de tous les quartiers, là-dessus. J'ai une petite question pour toi. Aujourd'hui, d'un point de vue global, non, c'est quoi, voilà, c'est quoi ton objectif de vie? Qu'est-ce que tu veux, comme, lifestyle ou c'est quoi ton objectif? Je sais pas si tu en as un? Ouais, bien sûr, moi j'ai toujours le même. Enfin, j'avais dit que j'allais arrêter de travailler à 40 ans, donc j'ai un petit peu de retard parce que c'est toujours pareil. Tu sais, quand j'avais, 25 ans, je me disais: «Bah, dès que j'ai que 3 000 € de revenus passifs, c'est bon, Mmh. j'arrête, je suis en retraite» et cetera et puis plus ça va, plus tes standards évoluent et maintenant je suis plutôt aux alentours en target de 15 000 20 000. Donc du coup, bah, ça prend plus de temps, Mmh. mais j'aimerais bien, ouais, arrêter de travailler, d'ici, 3 ans. Mmh. Je verrai. J'ai investi dans une maison, à Marrakech, Mmh. donc peut-être passer une partie du temps à Marrakech et entre Marrakech et Dubaï, j'aimerais bien. Après j'ai 2 enfants, donc je suis obligée quand même de choisir un des 2 pour me fixer, la grande partie, enfin une grande partie de l'année. Mais voilà, ce serait ça le plan. Continuer à faire du business, mais ne plus avoir une pression, bon, j'ai pas tellement de pression, actuellement pour être honnête, mais changer de boulot ou le faire de plus en plus,
calmement et me concentrer plutôt sur, la famille, prendre du temps pour moi. Quand tu dis 15-20 000 par mois, t'aimerais que ces revenus ils viennent d'où? Comment tu vois ça? Ben, aujourd'hui, moi, j'ai des investissements déjà qui sont, j'ai des investissements à Dubaï. Je pense qu'on va continuer sur Marrakech aussi, donc ce serait de l'immobilier, dans une grosse partie et j'ai un peu de bourse aussi, une partie de mon capital qui est investi, sur des ETF, notamment parce que comme j'ai pas le temps de me former, de m'en occuper, je vais sur des choses assez, passives et voilà, j'aimerais bien que ça vienne de ces 2 investissements-là. Tu vois, bah, moi, personnellement, c'est une question que je me pose. Tu vois, moi, mon objectif de vie, indirectement, alors oui, je l'ai atteint, tu vois? Sauf que mes sources de revenus, elles sont pénibles et dans pénible, tu vois, l'immobilier, en tout cas pour moi, c'est pas du full passif, sauf si tu fais de la SCPI ou je sais pas quoi, SCPI, ouais, ouais, j'en ai aussi un petit peu, ou des mais c'est vrai REIT. que ça rapporte pas grand-chose, ouais. Ouais, alors après, bon, ça dépend combien tu mets dedans. Si tu mets énormément dedans, bah, en fonction de ce que ça rapporte, plus Ouais, mais tu es, le rendement est alignement petit. le rendement, bah, pour moi, le rendement est haché. Enfin, ça Bah, dépend de voilà. t'en es dans ta vie, tu vois? Mais bon. Et moi, mon enjeu, c'est de me dire: «OK, alors peut-être que tu vas faire ça à un moment donné ou pas». C'est que là, je veux faire une grosse transition, tu vois? Je veux, alors la bourse, il y a du positif, mais du négatif, hein. Tu vois, par exemple, sur les ETF, je sais pas lesquels tu as. Tu quoi toi? Tu as du, J'ai des trucs qui sont faits, ici, une banque locale OK. qui fait ses propres, ETF et qui, fait des arbitrages, avec l'intelligence artificielle. OK. Ah bah, faudrait que tu ça s'appelle comment ça? Wio, Wio? ouais, OK. c'est une néobanque et c'est, miraculeux. Ah ouais, bah, je vais regarder. Mmh. Parce que l'enjeu, c'est, OK, donc tu dois en fait, moi, ce que je me dis, c'est, en gros, mon niveau de vie, moi, que j'aimerais avoir, c'est, 10 000 000 investis en bourse à, plus de 10 tu vois? Mmh. La seule problématique de ça, c'est qu'à un moment, donc ça dépend comment tu couvres, tes pertes potentielles, mais donc là, je suis en train de regarder ça, mais quand tu le marché peut quand même chuter de 40 à 50 en fonction de ce que tu as. Ouais. Donc il faut juste être prêt à te dire et on en parlera sur Dubaï aussi, Mais c'est ça est-ce aussi, que tu c'est es OK? ça qui fait que la bourse, c'est un petit peu moi jusqu'à maintenant, j'en ai jamais fait. Tu sais que Mmh. ces ETF là, c'est la première fois que j'en ai pris, c'était au mois de septembre. Mmh. Parce que je me suis dit: «Il faut que je diversifie et j'ai envie de quelque chose de plus passif aussi». Après, je sais que toi, tu fais beaucoup de colocation, de choses comme ça et ça, c'est vrai que tu as du turnover, il faut quand même gérer les choses. Ici, à Dubaï, moi, les appartements que j'ai, ils sont loués à l'année Mmh. parce qu'il y a pas d'histoire de fiscalité. Ici, il y a pas de fiscalité du tout sur les revenus locatifs et ton loyer, il est payé, à l'année ou, au trimestre. Donc c'est ultra passif par contre pour le coup ici. Oui, puis les lois, c'est pas les mêmes. Tu peux, si le gars paye pas, Il y a pas de squatteurs, il y a pas de pas squatter. de donc ici, c'est très, très passif et à un moment donné, ces apparts, je les avais enfin une partie de ces apparts, étaient exploités en Airbnb Mmh. et je faisais rien non plus quoi. Je recevais mes virements, chaque mois. Il faut juste contrôler qu'il y ait pas d'erreur, et Mmh. cetera, mais il y avait absolument rien à faire. Faut que j'accélère sur mes questions. Je vois que la personne qui s'occupe de podcast est là et je me dis: «Zut, le temps passe Nickel. tellement vite». Ouais. Hem, Aujourd'hui, tu dirais que tu as combien alors qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie? Ben, je sais pas, je trouve que la vie est belle, c'est sympa de vivre à Dubaï, j'ai des enfants, j'ai un mari que j'aime, j'ai des amis, je j'adore mon boulot donc Ouais? Mais tu arrives à avoir des tâches non, mais c'est exactement ça, tu arrives à avoir des tâches où tu te dis, bah, voilà, par exemple, quand j'ai un nouveau client qui arrive, s'il a tel profil, ça me donne de l'énergie. Par exemple, aller, faire du paddle, ça me donne de l'énergie. Est-ce que tu as des tâches? C'est très, alors moi, c'est pas les nouveaux clients, ouais, ça se fait pas, ils vont pas être contents. C'est plutôt les nouveaux projets. OK. Ici, on est dans une ville qui se construit, Mmh. d'année en année. On en a parlé tout à l'heure, Mmh. mais il y a des choses extraordinaires. En ce moment, il y a Palm Jebel Ali qui est en train d'être commercialisé, donc c'est des projets, pharaoniques. Mmh. On a Dubai Island aussi, qui sont des îles artificielles avec un mall, avec des golfs, avec des villas de luxe, des appartements, des résidences de luxe et cetera. Commercialiser ce genre de choses et voir la ville évoluer, Mmh. bah, c'est extraordinaire. C'est ça, en fait, qui te motive. C'est que tu vois, des projets incroyables se créer. Tu participes à l'enrichissement aussi de tes clients parce que quand tu vois que tu vends quelque chose aujourd'hui et que 3 ans plus tard, ça vaut, 50 de plus, 70 de plus, Mmh. c'est, incroyable. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime bien aussi, c'est, j'ai vu une de tes vidéos YouTube où tu dis que aussi certains de tes clients ont, perdu de l'argent et tu dis pourquoi. Donc ça, on en reviendra dessus parce que ce que j'aime bien, enfin ce que j'apprécie, tu vois? Par exemple, alors je vais pas te dire exactement qui, mais une très, très grosse SCPI, en France. J'ai un peu côtoyé ces gars-là, donc ils pèsent plus de 400 millions et tout et dans leur discours, ils ont jamais perdu d'argent. Tu vois, dans leur discours, ils ont jamais fait un mauvais deal et cetera, alors qu'en réalité, il y a un risque à le faire. On peut perdre de l'argent et tu es totalement honnête avec ça aussi parce faut garder quand même les 2 côtés. Il faut Mmh. quand même garder le côté où ça peut très bien marcher. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie? Moi, c'est tout ce qui est administratif. Je suis
phobique, je pense. Ouais, je sais, ouais. Je vais même pas dire allergique, je peux dire, phobique. Tout ce qui est, bah, après on en a pas beaucoup encore ici à Dubaï, mais là, il y a la corporate tax, c'est la taxe sur les sociétés qui a été implémentée. Donc avant, c'était vraiment le Far West ici. C'est-à-dire que moi, je recevais une commission d'un deal, je l'envoyais sur mon compte perso, Pas de taxe. bah, non, Mmh. ça existait pas, donc il y avait pas de problème de comptabilité, d'audit et cetera. Maintenant si, tout ce qui est, lutte anti-blanchiment et cetera, ça aussi, c'est des choses qui ont été mis en place sur les dernières années à Dubaï. Donc tu dois demander plein de papiers à tes clients, vérifier des choses, archiver tout ça. C'est pas grand-chose, mais ça déjà, ça me tue. J'ai, pris quelqu'un pour s'occuper full time de ça parce que je peux pas. Ouais, je pense que tu as raison. Moi, je Une tâche de 5 minutes, je vais mettre 1 heure et demie à faire parce que j'arrive pas à m'y mettre. ouais et puis en plus, ça va impacter toute ta journée. C'est-à-dire, tu vas y passer du temps et toute ton énergie, pour, je sais pas, mener des projets, faire des choses, bah, est plus là. Donc je comprends tout à fait. Aujourd'hui, globalement, tu dirais que tu as combien de patrimoine brut, si tu es OK de le dire? Moi, j'ai pas de brut ou net parce que tu vas hurler, mais j'achète tout cash. Ouais. Parce que ici c'est comme ça. En fait, on achète moi, je fais beaucoup d'achats-reventes et OK. je garde peu d'investissements pour du locatif parce que je suis dans une phase de construction de mon patrimoine. Mmh. Donc et ici à Dubaï, justement, quand tu investis sur plan avec, dans des zones qui, sont en devenir, grâce au plan de paiement, tu as des effets de levier qui sont énormes. Mmh. Donc du coup, moi, c'est ce que je fais là en ce moment et en patrimoine donc net, parce que sur ce genre de choses, tu utilises pas de levier bancaire, je suis à 3 000 000 d'euros. Donc là, je OK. suis toute petite moi, hein, par rapport à Non, tout. non, mais enfin, c'est déjà vachement bien. Hem, Est-ce que tu peux me dire ce que c'est le plan de paiement? Tu nous as dit qu'il y avait, donc peut-être de l'effet de levier avec du plan de paiement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et Bien pourquoi ça sûr. fait un effet de levier? Bien sûr, en fait, ici à Dubaï, quand tu achètes quelque chose sur plan, tu payes pas d'un coup, tu le payes pendant la construction et ensuite tu as une grosse mensualité au moment de la livraison. Quand on part sur un plan de paiement à 50-50 par exemple, ça veut dire qu'on va payer sur la première, enfin à la réservation 20, puis ensuite on va verser à peu près 10 par an sur 3 ans de construction. Ça varie en fonction des projets, mais c'est à peu près ça la moyenne, je dirais, la norme. Donc 50, 10, 10, 10, donc En fait, 30. c'est 30, donc Ah 20. pardon, ouais, 20. 10-10-10, donc arrivé à la veille de la livraison, tu as payé 50 de la valeur de ton bien. OK. Sauf qu'ici, en fait, sur les endroits premium, qui sont, en devenir, tu peux avoir des prix, des hausses de prix au mètre carré entre le moment où c'était un terrain vague et le moment où c'est devenu un petit Beverly Hills. Ton bien, potentiellement, il a pris, je sais pas 40-50 en seulement 3 ans. Mais toi, tu as payé seulement 50 de ton bien. Donc quand ton bien, il a pris 40 et que toi, tu le revends à ce moment-là, en réalité, sur la somme que tu as engagée, tu as fait 80 de return on equity. Ce qu'on appelle le return on equity, c'est le retour sur la somme engagée. Ouais, Donc ça, c'est assez spectaculaire. c'est très clair. Sachant que ça, en fait, c'est le système un peu, alors je sais pas si je m'embarque dans un truc, c'est un peu le système finance islamique, parce que, en fait, dans la finance islamique, normalement, on ne doit pas faire d'emprunt et en fait, c'est la méthode qu'ils ont trouvée un peu pour, Non, pas du tout, parce non? que ici tu as des banques qui sont pas tu as des banques islamiques et tu as des banques, classiques. Donc Mmh. ici, tu as de l'intérêt. C'est un peu une idée reçue effectivement. Ah, Ici, bah, il y a de l'alcool, il y a du porc, il y a il y a plein de choses qui ne manger. sont pas Ouais. conforme avec, l'islam et dans le business aussi, oui, on essaye toujours de faire du business de façon éthique et saine, mais le crédit existe, et les plans de paiement, c'est un autre système. Il y a aussi des plans de paiement, ce qu'on appelle du post handover payment plan, mais c'est de plus en plus rare, où on continue de payer après la livraison et ça aussi, ça crée un effet de levier très intéressant. On reviendra dessus tout à l'heure quand ça sur la partie, Dubaï. Du coup, aujourd'hui, 3 000 000, c'est réparti comment? J'ai, 2/3, qui sont en immobilier. Mmh. Ensuite, j'ai 500 000 qui est sur de la bourse Mmh. et 500 000 en cash parce que, je suis en phase de sourcing en ce moment. Donc 10 mots, ça c'est top. Heu, il te faut combien pour vivre à Dubaï? J'ai fait le calcul, il faut environ 150 000 € par an. Alors 150 000 € par an dans ton Mmh. cas, c'est ça? Ouais, Ou dans ou mon pas cas. ou par personne. Alors, si tu as fait plusieurs calculs, si, moi je suis, célibataire seul, tu le sais? Non, pas forcément? Si, je pense qu'avec 30 000 dirhams par mois, tu bien. Alors de avec, 30 000 dirhams Ça par fait 8 000 € à peu près, 8 000 €. par mois, ouais. Donc si je gagne 8 000 € par mois, là, qu'est-ce que j'ai comme niveau de vie? J'ai un niveau de vie, équivalent à Bah, tu quoi? habites à downtown, tu loues un one bedroom, voilà, dans un quartier comme downtown ou Marina, OK. et tu as un poste de cadre, tu as une voiture, tu sors, 2-3 fois par semaine au restaurant, tu fais du sport, voilà, ça va être ça ton lifestyle. Tu peux faire du shopping, tu peux partir 3-4 fois par an en vacances. OK, super, ça c'est très précis, ouais. J'adore, c'est très précis. Du coup, après on passe à un lifestyle qui est plutôt, on va dire, alors si je veux très bien vivre à Dubaï,
Est-ce que tu l'as celui-là? Franchement, c'est C'est compliqué compliqué parce que parce ça dépend que où tu vas. ouais, parce qu'ici, il y a des gens qui vont dans des restos et qui se prennent une bouteille de champagne et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon lifestyle, donc je sais même pas combien ça coûte pour te dire. Mais c'est nos limites, en fait, ici à Dubaï. Tu C'est peux, avoir du service un peu, et il y a pas de jugement. Il y a ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, tout dépend. Le service, c'est pas du tout cher ici, donc ça, tu pas besoin de gagner un super gros salaire pour pouvoir t'offrir, une personne qui va te faire ton repassage, ton ménage, ça, c'est pas cher du tout. Par contre, ce qui coûte cher ici, c'est vraiment, les sorties, le loyer, c'est ton plus gros poste de dépense, mais justement, ça, tu peux t'arranger. Mais surtout, c'est les sorties, voilà, dans des clubs, des boîtes de nuit et cetera et ça coûte hyper cher. Mmh. Donc ça, si tu veux, si tu pars en mode, n'importe quoi, ouais, ouais, là, il va falloir, beaucoup d'argent. Et du coup, pour ton lifestyle à toi, est-ce que tu peux décrire ton lifestyle? Et du coup, tu as dit que c'était 150 000 à l'année, c'est ça? Ouais, Donc donc moi j'ai 2 enfants, donc le plus gros poste de dépense ici, c'est ton loyer, mais ça, ton loyer, c'est quelque chose sur lequel tu peux, heu capitaliser quoi, ouais. potentiellement ou Ouais et puis tu peux aussi, te dire: «Bah, voilà, je prends, un appartement de 2 chambres dans un quartier pas très cher et je mets les 2 enfants dans la même chambre». Moi, j'habite en villa en bord de mer, j'ai une villa de donc 4 c'est cher. chambres. Ouais, voilà, donc c'est un petit peu cher. Tu es propriétaire du coup? Non, pas du tout. Non? J'habite Ouais, dans un endroit où tu peux pas acheter. d'accord, Tout le quartier de Jumeirah à Dubaï, c'est réservé aux ressortissants, du Golfe. d'accord, Donc moi, j'habite là parce que j'adore ce quartier et après j'ai mes investissements dans d'autres, quartiers de Dubaï OK. et ce sont ces investissements-là qui me payent, mon loyer et une partie de ma vie. Oui, OK. Surtout qu'en fait ici, tu as aucun intérêt à être, si, enfin, tu as moins d'intérêt d'être propriétaire de ta résidence principale finalement ici. Parce qu'en France, un des gros trucs, c'est quand même, Ah, pour la plus-value, tu ouais, veux dire? c'est ouais, la plus-value, défiscalisation, mais en fait ici, vu que Ici, ça existe pas. ouais, Ouais, il y a pas d'impôt sur la plus-value, et cetera. Mais bon, après, en France, être propriétaire, c'est quand même, à part cette économie que tu vas faire sur ta plus-value le jour où tu revends, tu as quand même beaucoup de je sais pas, la taxe foncière, les trucs, enfin, je sais pas, ça se discute. Moi, je suis de la religion, ne jamais acquérir sa résidence, principale, toute ouais, ta vie le plus possible. mmh. Vraiment à la fin, faire ça à la fin si tu as envie, si ça te sécurise. Mais je trouve qu'il faut, investir, massivement. Ouais, moi je vois tout à fait. Oui, effectivement, toi, tu utilises de toute façon, oui, parce que tu as besoin de ton cash pour faire ça. Mmh. Hop, 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 et du coup, toi, tu me disais donc par mois, donc tu as dit 150 000 à l'année, donc par mois, c'est quoi? C'est Ouais, à peu près 12 000 €. 12 000 €, ouais. Plus gros poste de dépense, ça va être ton loyer, en général. Combien de loyer là, par exemple? Moi, j'ai 3 500 € de loyer par mois. 3 500. Après, je pense que c'est tes enfants, non? Après, c'est les enfants, c'est l'école. Les écoles ici, c'est à peu près 10 000 € par mois, entre 10 et 15 000 € par mois et par an et par enfant. Donc tu as 1 000 €, tu as 2 000 € d'école, Ouais, à peu près? à peu près. OK, et Et après? après, bah, c'était sorties, l'essence de la voiture, l'assurance. Il y a plein de petits frais, en fait, au Mmh. final, hein, l'alimentation, resto et cetera. Et ce que j'ai gardé, en gros, on avait dit quoi? À peu près, 12 000 € par mois. Ouais. Il y a 5 000 ou 6 000 qui part dans les charges fixes, vraiment loyer, école des enfants et cetera. Et les 6 000 qui restent, c'est à 2 en fait. Ça fait 3 000 € par personne Ouais. sur, le quotidien. OK, très bien, c'est très clair, super. Je te remercie vraiment pour, la transparence, Sauf ça que permet, j'avais fait le calcul de ça, tu donc as j'ai fait les le calcul? chiffres en tête. Non, mais ça permet de se projeter et cetera. Comment tu vois l'avenir, un peu, parce que du coup, alors tu es peut-être biaisé aussi, parce que du coup, tu vois beaucoup de personnes qui ont envie de se sécuriser en venant à Dubaï, mais, de façon un peu plus globale, toi, comment tu vois l'avenir un peu US, Chine, Europe, Dubaï? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Alors US-Chine, c'est, compliqué parce que, ben, là, on est, juste au lendemain de l'attaque, de Trump, du Venezuela et cetera. Donc on a un peu l'impression que tout va partir en vrille dans le monde, dans les mois qui viennent, semaines peut-être? Ouais, ouais. Donc entre la Chine, la Russie et cetera, enfin, un niveau macro géopolitique, on voit que ça va bouger. Il va y avoir des frictions là dans les semaines qui arrivent. L'Europe pour moi, ils font même plus partie, de De l'équation. ouais. Ouais. Aussi bien d'un point de vue diplomatique que d'un point de vue, économique. Mmh. Diplomatique, personne n'écoute ce qu'on a envie de dire, même si on essaye même pas, mais même des fois quand il y a quelqu'un qui essaye de dire quelque chose, de toute façon, il est complètement ignoré par le reste du monde. Et économiquement, le fait que l'Europe, a été désindustrialisée déjà il y a quelques dizaines d'années et qu'on a du mal à innover, on est un peu à la traîne, bah, on est même plus, enfin économiquement, on n'est plus du tout compétitif. Mmh. Au niveau de l'immobilier et cetera, pareil, ça stagne. Donc je vois pas d'avenir, beau et rayonnant, pour l'Europe d'un point de vue économique, même si ça peut être toujours très agréable d'y vivre. Mmh. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mmh. Après, le Moyen-Orient a vraiment un coup à jouer, justement, sortir son épingle, du jeu.
par Mmh. rapport à tout ce contexte-là. Comme tu disais, Dubaï avant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'était perçu comme quelque chose d'assez risqué et exotique. On allait investir, c'était un peu comme les cryptos, on allait investir une partie de son capital, mais pas se mettre, all-in, sur Ouais, le c'était même sur le shady. Moyen-Orient. Et aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est devenu une valeur refuge. Comme tu disais, quand ça part en vrille un petit peu, aux US, en Europe, en Chine et cetera, on vient mettre ses fonds, à Dubaï parce qu'on sait que c'est assez stable. C'est un peu la Suisse du Moyen-Orient et Dubaï, c'est une ville qui se nourrit un peu, justement, de l'instabilité, générale. Quand il y a eu le covid, ça a Les fait Russes. exploser Dubaï, ensuite il y a eu, les Russes et les Ukrainiens et cetera. Donc je vois pas, vu que je vois pas de stabilité se profiler dans le monde, je pense que Dubaï va continuer de bénéficier, de tout ça. On passe sur notre partie un petit peu, business. Alors on va répondre, très rapidement parce qu'après on se fait un méga focus sur Dubaï. J'ai trop de questions pour toi. À quel moment tu t'es dit que tu voulais te lancer en business? Et tu te dis: «OK, je vais faire ça comme boulot»? Après le covid, moi je bossais pour Disney à cette époque-là, donc c'était un boulot ultra corporate. Covid, je suis restée 2 ans à la maison parce que grosse boîte américaine, ils étaient en mode, ici tout était ouvert en fait depuis des années, enfin depuis des mois. Et nous, on bossait à la maison, donc moi, je me sentais en prison chez moi. Le monde du corporate ultra politique, je supportais pas et de toute façon, je pouvais pas survivre dans cet environnement, donc je me suis dit: «J'arrête» et j'avais zéro plan B, en fait. Encore une fois, tu disais, je pense que je dois avoir une confiance en moi énorme, mais j'avais zéro plan B. Je me suis dit: «Je trouverai un moyen, c'est pas grave» et à cette époque-là, je faisais déjà de l'immobilier, j'avais déjà ouvert ma boîte, mais c'était un side business. Mais je pensais pas que les Français étaient prêts. Je pensais pas que ça pouvait être un full-time job, en fait, de vendre de l'immobilier à des Français, à Dubaï et en fait, pas du tout. J'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai commencé à faire des posts LinkedIn et j'ai eu énormément de demandes et ça a marché tout de suite. Mmh. Donc ça a été un concours de circonstances. Concours de circonstances. Hem, Est-ce que tu peux me parler juste d'un moment où tu doutes vraiment et où tu te dis que ça où tu es vraiment stressé, tu dis que ça va pas le faire? Est-ce que tu en as eu dans ta vie, Par rapport à mon boulot, globalement? ouais, quand j'ai quitté, Disney, j'avais un très bon salaire, j'étais le plus gros salaire de la maison. Ici, quand tu vois, ça va très, très vite, hein, quand on a des gros salaires ici à Dubaï, donc quand tu, gagnes bien ta vie, c'est tout à fait confortable, mais le jour où tu arrêtes, il y a plus rien qui rentre, c'est l'hémorragie, en fait. Donc je me suis dit, «Je suis en train de quitter un boulot comme ça». C'est statutaire aussi ce genre de job, et d'un seul coup, je vais être femme au foyer et on va vivre sur un salaire, toute la famille, donc là, j'ai vraiment eu peur, heu et j'ai mis, plusieurs années à prendre la décision, même si j'étais pas heureuse depuis plusieurs années dans mon boulot, mais je le faisais pas parce que je me disais, «Je sais pas ce que je vais trouver derrière». Donc c'est le moment où j'ai le plus stressé, ouais. Et je me suis même dit: «Ça peut compromettre ma vie à Dubaï, on va peut-être être obligé de partir parce qu'on n'a plus les moyens de rester, ici». C'était quoi tes déclics en business? Des trucs que tu as compris, tu te dis: «Ah merde, putain, ouais, c'est vrai», ça t'a fait un déclic, quoi? Je sais pas, on parlait tout à l'heure du marketing. Moi j'étais, comme j'ai commencé comme ça un peu avec mon entourage, bouche à oreille et cetera, j'ai vécu comme ça, sur ce modèle-là pendant plusieurs années et ça fonctionnait très bien, j'étais très contente et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, partenaire business avec qui je me suis associée, qui lui est un petit génie, du marketing digital et c'est là qu'on a lancé la chaîne YouTube, qu'on a commencé à gagner en visibilité et cetera et c'est un autre monde en fait. C'est un Ça a été un déclic de fou parce qu'en fait, de par ma génération, tu dis on n'est pas vieux, mais quand même, j'avais pas conscience de l'impact, de la visibilité. mmh, Enfin, je me disais: «C'est pas possible en fait», que ça marche autant, quoi. ouais, Ouais, alors que si. ouais. Hem, aujourd'hui aujourd'hui tu as combien de clients? Tu fais combien de chiffres par an, à peu près? Là, on vient de finir l'année, donc là, on a fait 9 millions de dirhams. Millions, quoi. Non, Non, ça fait, non, 2-3, 2,5 millions, ouais, 2-3, 2 2-3 millions, ouais. 2-3 millions d'euros. Et là-dessus, ça, c'est quoi? C'est ce que tu encaisses dans ta boîte, c'est ça? Ouais. Et dans ta boîte, tu arrives à faire combien de marge à la fin? Tu réinvestis beaucoup dans Nous, on a la zéro boîte? investissement, hein, j'ai même pas de bureau, donc c'est pratiquement du net, en fait. C'est pratiquement du net, donc là, tu arrives à faire donc tu es associé, tu arrives à faire 2,5 millions, 3 millions. Ouais, après j'ai des brokers, j'ai des agents qui bossent avec moi et Du coup, tu quand un peu de charge quand même? ouais, voilà, quand eux OK. signent des deals, on partage la commission, et on partage aussi avec mon associé donc c'est pas mon salaire, hein, 3 000 000 d'euros, c'est Ouais, pas mon mais top. salaire annuel. Moi, je te souhaite, l'année prochaine ou même cette année, hein. Et pour faire une petite comparaison, l'année dernière, tu faisais combien? 2 millions, à peu près 2 millions de dirhams. Pardon.
Ah non, parce que moi, je compte non, à peu près la moitié, La 5 et demi moitié. dirhams. Ouais, Donc tu as fait 100 de croissance. ouais, 100 de croissance, 100 hein, de vraiment. croissance en ayant lancé une chaîne YouTube. Alors, voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce qui t'a fait ton évolution? Tu penses le truc qui t'a vraiment le plus fait marcher pour faire 100 de croissance? Ouais, ouais, c'est ça, c'est le lancement de la chaîne Chaîne YouTube. YouTube. OK. Au début, j'ai commencé avec du bouche à oreille. Après, j'ai fait une vidéo avec une, youtubeuse locale ici, qui a une grosse audience en France. Donc ça m'a fait, gagner. Ensuite, j'ai fait la martingale aussi, je sais pas si tu Ah, tu as fait la martingale? Ah, ouais, j'ai même pas vu que tu avais fait un martingale. ouais, ouais, Ah, ça a dû beaucoup aider ça. et ça a énormément aidé avec des profils ultra qualifiés, ultra quali. Mmh. Et ensuite, quand on a lancé la chaîne, c'était parce que chaque fois, ces choses-là, ça met des push, en fait, donc c'est très bien. Mais sur le long terme, c'est pas consistant. Alors que là, la chaîne YouTube, c'est genre, ben, tout le temps, quoi. Tous les jours, on a des appels entrants. Tu as combien d'appels entrants en ce moment? Par jour? C'est mon associé qui gère, mais je dirais, peut-être, entre 5 et 10 par jour. 5 et 10 par jour et du coup, tu as combien de nouveaux clients par mois, tu sais? De nouveaux clients, pas de De nouveaux clients, c'est-à-dire de gens qui achètent? ouais, enfin de gens ouais, ouais, c'est ça. À peu Gens qui près achètent. le nombre de deals par mois, Ouais, on est à peu près à 10. 10 et sachant que tu vas peut-être passer à 20 si tu fais 100 de croissance cette année aussi Ouais, peut-être, ouais. et ton associé, tu m'as dit, il est quelle nationalité? Français. Il est français aussi? OK. Mmh. Français et cetera. Non, mais c'est super et du coup, toi, tu es hyper contente de le rencontrer parce que vous faites des choses différentes, quoi? Alors après Ouais. moi, j'ai pas au final avant, je bossais toute seule. Ouais. Donc je prenais 100 de mes commissions. Mmh. Là, en fait, je suis dans la phase où je travaille plus Ouais. et où je gagne pas forcément énormément plus parce Mmh. que maintenant je dois partager, ma commission avec d'autres Ouais. gens. Mais par contre, je fais plus du tout, c'était assez répétitif et c'était pour ça que j'avais envie de m'associer avec quelqu'un. C'est qu'avant, c'était les calls clients, le closing et tout et Ah, cetera c'est et top, ça hein. tout le temps. Ouais. Alors que là, maintenant, je fais de la création de contenu, enfin, Mmh. c'est complètement différent et c'est ça qui est passionnant, ouais. Ouais. Il nous reste 10 minutes. Je t'ai posé tellement moi je suis passionné, je t'ai posé tellement de questions. Peut-être que Donc je parle trop. non, non, tu parles pas trop. Il nous reste, le côté Dubaï. Alors, pour venir sur, c'est lié à ton business. Là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vends le plus? Le truc que tu vends le plus à des expats plutôt français du coup? C'est quoi le produit que tu vends le plus? Le produit que je vends le plus, ça va être, one bedroom, 2 bedrooms dans des endroits, émergents mais, à vocation à être très premium ou des townhouse. Ce qu'on appelle des townhouse, c'est des, petites maisons, à destination des familles dans des grands, lotissements, voilà, très familiaux. OK. Top 5 des raisons, pour venir à Dubaï. Top 5, ça va Ouais. être difficile d'en sortir 5, mais je dirais, la sécurité, la fiscalité, la vie, en famille, la qualité de la vie, en famille et les opportunités professionnelles. OK. Top 5 des raisons de pas venir à De Dubaï. pas venir à Dubaï, si on a un profil, un boulot, manuel par exemple. Ici, c'est des boulots en France, c'est top parce que tu es plombier en France, tu peux faire beaucoup d'argent, tu es à ton compte et cetera. Ici, l'équivalent, pas du tout. Ouais. Donc j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui ont une super, qualité de vie en France avec ce genre de boulot ou infirmière libérale et genre plombier. En France, ils gagnent très bien leur vie et ici, ces boulots-là, pas du tout. Mmh. C'est pas du tout valorisé et du coup, ben, tu auras pas du tout, la même vie. Donc je dirais, voilà, si tu as un boulot comme ça manuel, faut pas venir à Dubaï. Si on cherche une vie, vraiment tranquille, en mode, fonctionnaire, moi j'ai pas envie d'être, condescendante, c'est pas condescendant du tout, mais on aime bien faire son, 9h, 5h, RTT, c'est pas l'ambiance, non. Mmh. Et sinon, franchement, je vois pas on me demande souvent, hein, les downsides de Dubaï. Moi, j'en vois pas tellement. Il faut être conscient que oui, on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de retraite, on n'a pas de chômage, ton assurance santé, c'est toi qui te la payes. Mais c'est pas forcément. Pour moi, ça, c'est pas un inconvénient, en fait, c'est juste un mindset différent. Ah, je peux t'en rajouter si tu veux. La pollution un peu, non. Pollution, j'ai l'impression, hein, depuis moi je suis là depuis trois semaines, tu vois? 3 4 semaines. Tu J'ai as du l'impression mal à respirer. non, en fait, en fait, le matin, je regarde, tu sais, je vois la distance et je me dis: «Tiens, ça a l'air pollué». Je regarde du coup sur mon téléphone et là, c'est rouge, 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 tu Ah ouais, moi, je m'en rends pas compte. vois? Ouais. C'est pas quelque chose que je regarde, mais effectivement, ouais, tu as raison, j'ai entendu j'ai des connaissances qui sont asthmatiques et tout et qui me disent: «Ouais, la qualité de l'air, c'est horrible et tout», donc ouais, effectivement, ça, oui.
Peut-être, c'est aussi, victime de son succès, un peu comme à Bali, mais moins qu'à Bali, le trafic peut-être, à un moment? Là, après ça dépend quel est ton niveau de vie, comment tu vis? Après moi, je suis pas dans les, je trouve que, bah, déjà j'ai pas des horaires j'ai des horaires un peu décalés et cetera, donc j'en souffre pas trop et je trouve que comparé à Paris, moi j'ai toujours vécu en région parisienne, Fini, oui, ah Paris c'est fini, donc ça et me d'acc choque pas, en fait. voilà, c'est si tu compares Parce que Paris, si tu ouais, compares à toutes les mégalopoles, mondiales, ouais, je sais pas, tu vas à Hong Kong, tu vas à New York, tu mmh, vas à Paris, tu vas à Londres, c'est pareil, donc ça je le c'est compte pareil. pas comme un inconvénient. Je trouve que c'est normal. Alors, là, on va directement faire donc il nous restait 10 minutes tout à l'heure, peut-être qu'il nous reste 5 minutes. Oui, oui, ah ouais, ils vont OK, disons que alors moi je t'appelle, alors on va juste faire un fast track dessus. Si j'ai 100 000 € en cash, est-ce que je peux investir à Dubaï? ça dépend de ta capacité ta capacité d'épargne. Mmh, Parce que si tu as 100 000 €, ça peut te faire effectivement un acompte pour rentrer sur un projet sur plan. mmh, Donc si tu es capable de, trouver, encore 100 000 € supplémentaires dans les 3 prochaines années, mmh, oui, dans ces cas-là, tu peux. Si tu as 100 000 € mais que tu es pas, capable d'aller trouver l'autre partie, mmh, non, tu peux rien tu faire. peux pas. Sur 100 000 € là, j'arrive, je te vois, on fait un deal, je peux gagner combien si je fais un bon deal, je gagne combien sur 100 000 balles en 3 ans? En 3 ans, bah, tu peux gagner, 30 000 €. 30 000 € en 3 ans, donc il faudrait faire les calculs, par année, mais ça fait du quoi? Ça fait du 10 Ça fait du 10. 2 10 Moi, je suis 13. ultra conservatrice, attention, hein, mais ouais. Donc conservatrice, ça fait, 30 000 balles. Si on est un peu, toi, très beau deal, ce serait quoi un beau deal pour toi? Tu dis: «Ouais, j'ai fait un Ouais, 50 000». tu peux avoir 60, tu peux avoir le double. Tu peux avoir Parce le que tu peux partir du principe que, en achetant après sur 100 000 €, c'est pas un bon exemple. oui. Parce que, 100 000 €, tu vas avoir, des petits studios, dans des quartiers un peu secondaires. C'est pas sur ça que tu Mmh. fais de la plus-value. C'est plutôt, on peut refaire le même calcul, mais sur 500 000. On va y arriver, c'est juste après. Ouais. Sur, 100 000 € par contre, si je me plante, ça peut arriver. Par exemple, il y a certains de tes clients, ça a pas marché ou d'autres personnes, parce que moi je connais des gens qui ont perdu beaucoup d'argent de bannière. Mmh. Si je me plante, je perds quoi? Je perds combien? Bah, tu peux perdre 20, 30, ouais, de Si ton j'arrive pas à investissement. payer le dernier paiement, si je loupe une échéance, je perds tout? Non, tu peux, si c'est le dernier paiement, c'est celui qui correspond à la livraison, là, tu peux, faire appel à un crédit bancaire. Parce que le bien est livré et du coup, tu as un collatéral que la banque peut utiliser en garantie. Ici. Ouais, OK, même si tu es pas résident. OK. Si je loupe un paiement avant, Par contre, si tu loupes un paiement avant, oui, là, on peut te saisir ton bien et tu perds toutes les sommes que tu as versées avant. voilà, Donc ça, il faut surtout pas que ça arrive. ça faut avoir le risque, donc attention si vous voulez gamble avec 100 000 balles, faites attention avec ça. OK, j'ai 500 000 balles, alors je vais te poser, les questions après. 500 000, je pense que je vais passer à 1 000 000 peut-être. Est-ce que c'est quoi les grosses différences? 500 000, j'ai une différence. Est-ce que 1 million d'euros, j'ai une grosse différence par rapport à 500 000 ou pas? Ouais, 500 000, tu vas pouvoir acheter un one bed, donc un appartement, une chambre, dans un quartier, émergent où tu peux aller chercher peut-être 30 de plus-value à la livraison. Mmh. Mais si toi, tu revends, avant, si tu es sur un plan de paiement 50-50 comme on l'a expliqué, en fait, tu prends 60 de, retour sur la somme investie. Si tu as 1 000 000, tu peux aller chercher soit tu peux en prendre 2 comme cela et puis du coup en revendre un, ça va te servir à financer le deuxième et du Mmh. coup, derrière si tu le gardes, tu vas avoir un rendement, qui va être génial puisqu'ici on a des rendements à peu près aux alentours de 7 Mmh. net. Mmh. Donc si tu as, utilisé, financement du deuxième pour le premier, du coup ça te fait augmenter ton rendement locatif. Mmh. Ou alors tu peux acheter une townhouse. Les townhouses, comme on disait, tout à l'heure, en fait, comme la population familiale est celle qui croît le plus vite ici à Dubaï et que, la plupart des projets qui sont lancés sont, des buildings avec des one bed, des studios, des 2 beds. Mmh. Du coup, tout ce qui est, petite maison 3-4 chambres, Mmh. il y a une demande qui est énorme et avec 1 million d'euros, tu peux en acheter une 4 chambres, une 4 ou 5 chambres même, ça dépend des programmes et là, tu fais des plus-values, super intéressantes et c'est des produits qui sont hyper résilients sur le long terme. C'est-à-dire dans 20 ans, ça vaudra toujours, la même chose et ton rendement sera, toujours aussi bon versus les appartements, tu as un peu une obsolescence des quartiers. Je pense que tu as remarqué. Mmh. Il y a des quartiers qui sont the place to be ou qui étaient the place to be il y a 15-20 ans et aujourd'hui, C'est c'est normal. passé à autre chose au profit de, nouveaux quartiers. On m'a proposé pour 1 million d'euros d'acheter pour, 5 000 000 un étage, d'une tour avec plusieurs appartements et potentiellement de les revendre d'ici 3 mois et de faire, 500 000 balles de bénéfices. Donc en fait, j'achète pour, 5 000 d'euros quelque chose qui en vaut 5,5 millions parce que j'ai un discount de 10. Ouais. Ce qu'indirectement, ça permet au promoteur de réellement se financer parce que là, mon cash n'est pas comme, Sur le ISCO, il est pas sur le compte séquestre. il n'est pas sur le compte séquestre. Alors ça, c'est pour tout le monde parce qu'il y a eu la crise de 2008, beaucoup de changements qui ont eu lieu à Dubaï pour, essayer de purifier le marché et qu'il y ait pas de grosse crise. Et du coup, en faisant cette technique, je permets au promoteur, d'avoir acheté du cash en gros pour qu'il réussisse à sortir de la tour et moi, ça me permettrait normalement en 3 mois de faire 500 000 balles.
Est-ce que ça, tu penses que c'est un bon truc ou est-ce qu'en termes de niveau de risque ou niveau Là, c'est un niveau de risque qui est maximum parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas signer avec le développeur une underlying letter qui fait que lui, en gros, il n'enregistre pas ton bien auprès de Dubai Land Department. Et c'est pour ça que toi, tu vas pas payer les frais de 4% qui sont les frais d'enregistrement. Mais si à l'issue des 3 mois ou 2 mois, je sais pas quel est l'accord que tu as Mmh. avec eux, t'arrives pas à te libérer des appartes, et bah, du coup, il va devoir les enregistrer. Et toi, tu as levé 5 millions, enfin, tu as 5 millions de dettes, quoi. Ouais, j'ai 5 millions de dettes qu'il faut que je paye avec mes assurances et Donc cetera. ça, c'est ultra risqué. Donc ça, nous, on le fait avec des investisseurs, mais c'est des gens qui ont la capacité d'aller au bout au cas où il y a un couac. Si toi, Voilà. tu as pas la capacité, c'est chaud quand même. Entre acheter un appart à 5 millions à Paris en résidence principale ou faire ce type d'opération, tu ferais quoi? Ce type d'opération. Voilà. Est-ce que des gros changements entre 1 et 5 millions? 5 millions, tu conseilles autre chose si j'ai 5 millions cash? Ah ouais, 5 millions, tu peux aller acheter, un penthouse, tu peux aller acheter, des villas. Alors moi, je conseille pas d'aller, acheter un bien à 5 millions, mais plutôt aller sur des biens, qui sont à 2 millions de dirhams, des villas individuelles, par exemple, dans des compounds de luxe qui vont coûter 8 millions de dirhams, donc 2 millions d'euros, et plutôt aller acheter ce genre de choses parce qu'il y a des plus-values, incroyables. Moi, j'ai des amis, Mmh. c'est pas des légendes urbaines, c'est vraiment des amis qui ont fait fois 3 sur ce genre de choses en 7 ans. Alors, il faut aussi dire à tout le monde, là, on a connu une croissance un peu exceptionnelle de Dubaï. Mmh. Là, les 10 dernières années, c'était fantastique. Pas les 10, Ouais, les 5. les 5 dernières années, encore plus fantastique. Ouais, parce Et que, 2018-2019 et cetera, c'était pas terrible, c'était pas terrible. et c'est vraiment le covid qui a relancé, Dubaï. Carlos à Dubaï. On est à combien de temps de Paris pour tout le monde, ceux qui sont pas venus? 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, je crois, ça dépend de l'aller ou retour. Question rapide, je vois qu'on s'agite, autour de moi. Hop, donc est-ce que ça vaut le coup de faire du locatif à Dubaï? Ça vaut le coup, mais on fait beaucoup plus d'argent sur de l'achat-revente. D'accord. Est-ce que, donc on a un peu parlé de l'acquisition sur plan. En 3 mots, comment ça marche si je veux acheter un appart sur plan? Déjà, tu peux le faire à distance, tu as pas du tout besoin d'être sur place. Une fois que tu as choisi, ton bien, tu envoies, ton passeport et tu bookes l'appartement avec un petit paiement que tu peux faire en carte, et ensuite ça se laisse, une dizaine de jours pour envoyer le premier paiement par virement. Ça sera 24%, c'est-à-dire 20% du capital plus 4% de frais d'acquisition, et ensuite tu suis le calendrier de paiement, comme, stipulé dans le contrat, et à partir de 30 ou 40% de financement, tu peux revendre. Comment je fais pour, envoyer, 500 000 balles à Dubaï sans me faire, pister par le fisc français? Tu peux faire un virement bancaire. En réalité, tu as le droit, à partir du moment où toi, tu as payé tes impôts, tu as le droit d'acheter un appartement à l'étranger. Est-ce que tu as beaucoup de contrôles fiscaux pour des personnes qui ont fait des investissements ou pas plus que la norme? Pas plus que la norme. Hop, 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 on y est, pourquoi les gens ils perdent de l'argent à Dubaï en faisant des invests? En général, c'est quand ils changent de stratégie. Quand on investit, justement sur des projets en devenir, et que le but, c'est, de revendre quand le quartier est mature et a pris, beaucoup de valeur, et on est un peu en distress à un moment donné, on ne peut plus payer comme tu disais et qu'on est pressé, on est obligé de revendre, en dessous du prix, auquel on l'a acheté parce qu'on n'a pas le choix, sinon on perd tout. Alors, il faut investir où en 2026 en fonction du type d'invest? Ça dépend de ton budget, mais Sur 500 000. je dirais il y a 3 stratégies, phares. Mmh. Bord de mer, parce que ça représente, seulement 8% de tout le marché, immobilier, global, et plus la ville va grossir, plus cette proportion va, rétrécir. Acheter central, donc du, Crick-Harbour, Downtown, Meydan, et cetera, ou acheter, des, townhouse et des villas parce qu'il y a une pénurie, énorme sur le marché. Fitch prévoit qu'il y ait 20 de moins 20 à Dubaï. Mmh. Alors, faut regarder l'étude en détail, j'ai juste toutes les informations larges. Tu en penses quoi? Moins 20 sur le Bah, prix des mots. ici, nous, on a une blague par rapport à ça. On dit, ça, c'est ce qui se passe quand tu laisses le stagiaire, faire l'étude de marché sur un marché qu'il connaît pas. Moi, j'y crois pas du tout. Mmh. Fitch s'est déjà trompé, dans le passé. Mmh. Je dis pas qu'il va pas y avoir une correction. Je pense qu'il va y avoir une correction parce que tu peux pas prendre 20% par an, Mmh. indéfiniment. Ceci dit, la population augmente, la demande augmente. Il y a des zones qui vont souffrir parce qu'il y a de l'oversupply et parce que, c'est des zones un peu bas de gamme. Mmh. Mais je pense que les zones qu'on a décrites, tout à l'heure, type, Central, Dubaï, maison et bord de mer, ça a continué de monter. Qui sont les meilleurs promoteurs, à Dubaï? Pour le moment, parce qu'on sait jamais, mais en tout cas, ceux qui délivrent bien là, selon toi? Alors déjà, il y a les développeurs gouvernementaux, Mmh. Nakheel, Meras, Mmh. semi-gouvernemental Emaar qui a construit, Dubai Creek Harbour, Downtown, et Ah, c'est pour ça cetera. que les tours, elles s'appellent Ima. OK. Ouais, Ouais. c'est semi-gouvernemental, hein, Mmh. c'est pas 100% public. Nakheel, c'est celui qui a construit, La Palme et Dubai Island. Donc ça, c'est des développeurs qui sont très solides, et en développeur privé, il y a Ellington, qui est très bon, Omniat, Beyond, voilà, il y en a plusieurs.
Très clair. La population, on était, de ce que j'ai compris, 2 millions à peu près en 2010. Là, on est 4 millions. Est-ce que tu penses qu'on va et il y a prévu 5 millions pour 2030. Est-ce que tu crois que ça va se passer? Plus que ça, pour 2030, c'est 8 millions. À 8 millions. Alors, les chiffres que j'ai sont pas Ouais, ouais, forcément bons. Est-ce qu'on pense que ça va le faire? ouais, bah, pour l'instant, on est, on track, comme on dit. On gagne à peu près 5 de la population par an, vu la situation dans le monde, je pense que ça va continuer sur cette tendance. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une dernière question que j'aurais dû te poser sur Dubaï? Vas-y. Dis-moi, est-ce qu'il y en a une que j'ai loupée? Normalement, elle doit être assez complet. Bah, souvent les gens demandent: «Est-ce que ça va encore le coup d'investir à Dubaï? Ça Est-ce va que ça va encore monter et tout est-ce que et ça vaut cetera». encore le coup? Oui, mais pas n'importe où et c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Du coup, on peut te retrouver où? Sur YouTube, Ouais. la chaîne, l'agence Dubaï OK, ou sur Insta, l'agence Dubaï également. super. Je te remercie, vraiment très instructif. On a mis un peu la pression sur la fin. Je te souhaite le meilleur et puis avec, j'ai hâte de faire un projet avec toi pour qu'on puisse en parler. Merci, toi Merci. aussi. À très vite. Finish. Sorry. Thank you so much Yeah. for letting us, Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Laura, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.